Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons sur cette collision entre un cargo et un chimiquier transportant 6000 tonnes de solvant. Les faits se sont déroulés au large d'Ouessant la nuit dernière. Aucune pollution n'a été enregistrée pour le moment. Comment a-t-on réagi à Pékin après l'attribution aujourd'hui du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo, dissident emprisonné pour sa soif de démocratie? Eh bien, vous le verrez que sans surprise, la Chine n'a pas tardé à exprimer son indignation. Nous retrouvons sur place Alain de Chalvron. En France, le Sénat accélère les discussions sur la réforme des retraites. Une journée marquée par plusieurs incidents dans des cortèges lycéens. Nous ferons le point également sur la mobilisation syndicale, manifestation le 12 et le 16 désormais. Et puis cette question, grève reconductible ou pas, plusieurs logiques semblent cohabiter. Autre image du jour, celle de la visite de Nicolas Sarkozy au Vatican. Le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec Benoît XVI. De quoi a-t-on parlé lors de ce huis clos? Nous irons à Rome. Le sport et le football bien sûr avec France-Roumanie demain. Incertitude sur la composition de l'équipe formée par Laurent Blanc, le sélectionneur qui impose progressivement sa méthode à la fois sur et hors du terrain. Enfin, nous reviendrons sur la polémique qui entoure l'exposition du photographe Larry Clark. La mairie de Paris a fait le choix d'interdire son accès aux mineurs. Réaction et décryptage de tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Ce sont donc 13 hommes qui ont été élitreillés et ramenés sur terre tôt ce matin. Ils étaient à bord du chimiquier percuté par un cargo au large d'Ouessant. Un accident qui a très vite suscité l'inquiétude. Une importante voie d'eau ayant été signalée dans le navire transportant, je vous le disais, près de 6000 tonnes de solvant. Mais pour le moment, aucune trace de pollution, même si le ministère de l'écologie reste prudent. Résumé de ces dernières heures avec Romuald Bonan et Gabriel Camillat. C'est à 5h30 ce matin que l'Uranus, ce chimiquier maltais transportant 6000 tonnes de solvant, a donné l'alerte. À l'arrière de son flanc gauche, une importante voie d'eau faisant gîter dangereusement le bateau, dans une mer formée avec des vents de 35 km/h. Le résultat d'une collision quelques minutes plus tôt avec un autre navire, un vraquier panaméen qui tentait de le dépasser juste avant d'entrer dans le rail d'Ouessant. On a échappé au pire par chance. Il y a un élément par contre qui rentre en ligne de compte, c'est que le navire qui a été abordé, l'Uranus, est un navire à double coque. Arrivés sur place à 100 km à l'ouest d'Ouessant, 2 hélicoptères de la Marine nationale et la frégate le Primoguet prennent en charge les 13 marins du chimiquier, dont 2 ont été légèrement blessés. Une équipe d'intervention a été élitreillée sur le navire pour connaître l'état des dégâts. À 11h, décision est prise de remorquer le navire vers Brest. Nous on a fait le tour du bateau, tous les carreaux de la passerelle sont exposés, donc le choc, je pense, a dû être assez violent. Il s'est stabilisé depuis ce matin, en fait il a pris 11 degrés de gîte et puis là actuellement c'est stabilisé, il est sous remorque et le convoi se comporte très bien. En mer, aucune pollution chimique n'a été constatée. À bord pourtant du pigaz, un produit hautement toxique. Le premier danger, c'est quand même en surface de faire quelque chose qui est explosif, inflammable. Ce soir, un nouveau survol d'hélicoptère est prévu dans le sillage du chimiquier afin de vérifier qu'aucune fuite ne s'est déclenchée. Et on prend maintenant la direction de Brest où on vous retrouve Romuald Bonan. Bonsoir, on vient de suivre votre reportage. Alors que va-t-il se passer dans les prochaines heures ? Alors tout d'abord, 2 informations que je viens de recueillir de la préfecture maritime de Brest. D'abord, le remorquage continue de bien se passer. L'Uranus et l'abeille Bourbon avancent à 8 km/h environ. On les attend ici à Brest dans le milieu de la nuit. Autre information très rassurante, le dernier survol d'hélicoptère dont je vous parlais a confirmé qu'il n'y avait toujours aucune pollution en mer. Le convoi reste malgré tout sous très haute surveillance, vous l'imaginez bien. Ce matin, il était question de router le convoi plutôt vers le port de Nantes-Saint-Nazaire, qui est le seul port de la région équipé pour gérer ce genre de cargaison très toxique, très inflammable, les 6000 tonnes de gigaz. Mais pour des questions météo, puisque la météo va fraîchir cette nuit dans le golfe de Gascogne, c'est finalement le port de Brest qui a été choisi pour des opérations d'allègement, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va vider les 6000 tonnes de produits en rade ici à Brest ou dans le port militaire. Des équipes spécialisées vont arriver dès demain matin. Merci Romuald, vous étiez en direct de Brest. Le comité Nobel n'a donc pas été frileux. C'était parfois ce que certains lui reprochaient. Il a aujourd'hui fait le choix d'attribuer le prix Nobel de la paix au dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo. Une décision qui braque bien sûr les projecteurs sur la situation des droits de l'homme en Chine. Et on verra dans un instant avec Alain de Chalvron que Pékin n'a pas tardé à réagir. D'abord
qui est cet homme, ce dissident, mais également, vous allez le voir, première réaction de la rue chinoise. On voit cela avec Bernard Lebrun et Sylvain Guillaume. À 7000 km d'Oslo ce matin, le prix Nobel de la paix n'était pas franchement la préoccupation principale des Pékinois. Seul un petit groupe de journalistes rapidement contraints par la police s'était réuni au cas où, au pied de l'ancien appartement du dissident chinois donné pour grand favori. C'est alors qu'en Norvège, vers 11 h, le nom du lauréat fut révélé. Le dissident non violent, Liu Xiaobo, 54 ans, professeur de littérature. Le voici, filmé chez lui avant son arrestation en 2009. La prison, cet homme courageux qui a étudié aux États-Unis l'a souvent fréquenté. Particulièrement après le soulèvement de juin 1989 sur la place Tiananmen, auquel il participe. Le voici encore, filmé dans un parc de Pékin 15 jours avant son interpellation, puis sa condamnation à 11 ans de rééducation politique. Pourquoi? Liu Xiaobo fait partie des signataires de la charte 08 qui ose revendiquer la démocratie pour la Chine. Révulsé par cette nomination, le présentateur de la télévision d'État l'a qualifié d'obscène. Par voie de communiqué, le ministère des Affaires étrangères estime, je cite, que cette récompense va à l'encontre des objectifs du Nobel. Mais à en croire les réactions courageuses des intellectuels dans les rues de la capitale, face aux caméras, il ne semble pas que tous partagent l'opinion du gouvernement. Il faut libérer le Nobel Liu Xiaobo. Victoire à la justice. Vive la liberté, à bas la dictature. Ce prix Nobel de la paix est considéré par le gouvernement chinois comme un élément d'instabilité. Constatez l'omniprésence des policiers. Moi-même, j'ai été menacé. Une certitude, avoir ce soir ces manifestations spontanées de soutien au prix Nobel. Ce vendredi 8 octobre est entré dans l'histoire contemporaine de la Chine. Et parmi les nombreuses réactions ce soir, celle de Barack Obama qui avait, je vous le rappelle, reçu le prix Nobel l'an dernier. Il a appelé Pékin à libérer Liu Xiaobo. On va tout de suite prendre la direction de Pékin justement, où on retrouve Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Comme un symbole, les images de la BBC ou encore de CNN ont été apparemment interrompues en Chine au moment de la remise du prix Nobel. Pékin avait pris les devants. Une chose est sûre Alain, les autorités chinoises ont bel et bien été en colère aujourd'hui. Oui, très en colère même. Vous savez, ils ont choisi ce mot obscène pour qualifier ce prix Nobel. C'est un mot assez fort qui signifie que vraiment, ils ne sont pas contents, les Chinois. D'ailleurs, ils ont convoqué tout de suite l'ambassadeur de Norvège. Alors, ils ne sont pas contents, d'autant plus qu'ils avaient prévenu. Ils avaient prévenu qu'il serait une réaction très négative. Et donc, ils vivent ça comme un échec et comme un défi. Et puis, ça intervient à un mauvais moment, au moment où le débat semble s'ouvrir au sein du bureau politique avec le numéro 2 du régime, le Premier ministre Wen Xiaobo, qui a tout simplement dit dans une interview la semaine dernière, je le cite, « Le besoin de démocratie et de liberté du peuple est irrépressible ». Apparemment, il ne semble pas avoir obtenu le consensus des 8 autres membres du bureau politique car il a été tout simplement censuré dans les médias chinois. Censuré, ou plutôt, comme on dit élégamment ici, harmonisé. Merci beaucoup Alain de Chalvron. Dans l'actualité également aujourd'hui, plusieurs manifestations de lycéens ont eu lieu contre la réforme des retraites en France, avec quelques incidents à la clé. Ce fut le cas à Angoulême, à Saint-Quentin, plusieurs interpellations à Bonneville, en Haute-Savoie, où 2 lycéennes ont été brûlées au visage, et cela après l'allumage d'un tonneau rempli de matière inflammable. Ce matin, Raymond Soubi, le conseiller social du président de la République, avait jugé totalement irresponsable que certains adultes invitent les lycéens à manifester sur les retraites. Agnès Monteux. Ils viennent des différents lycées de Limoges, descendus dans la rue pour la 2e journée consécutive, et ils se sont organisés pour se regrouper. On s'est envoyé des textos en disant qu'on avait des équipes avec nous et on s'est rejoint en s'appelant et tout ça. À Besançon aussi, ils sont plusieurs centaines à avoir manifesté contre la réforme des retraites. En tout, ce sont 80 établissements qui ont été touchés aujourd'hui sur toute la France, dont 14 lycées totalement bloqués. Il faut se mobiliser maintenant parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais et quand on sera vieux, ce sera vraiment trop dur pour nous. Mais quelques rassemblements ont mal tourné, comme ici à Bonneville. 2 lycéennes ont été brûlées au visage après l'allumage d'un tonneau rempli de matière inflammable, placé là pour bloquer le lycée.
De son côté, le Front syndical s'organise, mais reste-t-il d'accord sur la forme de mobilisation? En tout cas, une nouvelle date de manifestation a été arrêtée le 16 octobre prochain, un samedi. Avant cela, le 12 sera également une journée de manifestation, mais aussi de grève. Seulement ici, selon les secteurs et les syndicats, on hésite. Reportage Yves Ginca et Antoine Morel. Un meeting pour la grève reconductible ce soir à Paris-Gare de Lyon. Plusieurs dizaines de cheminots ont répondu présents. Même si la réforme ne les concerne pas avant 2017, ils se disent déterminés. On nous pousse à bout et moi je vois pas d'autre solution. Je ne veux pas trimer encore au travail. On travaille déjà en heure décalée, on travaille les samedis, dimanches et jours fériés. On se lève à 3 h du matin pour une prise de service à 5 h 30, on finit à minuit et demi. Moi je suis désolée, à 62 ans je ne pourrais plus le faire. Quant aux usagers de la SNCF qui les observent, les opinions sont partagées. Je vais prendre sur moi pour les soutenir. C'est assez difficile que les usagers soient toujours bloqués. À la RATP ce matin, autre ambiance. Dans ce dépôt de bus, le nombre de grévistes n'a cessé de diminuer au mois de septembre. Ce conducteur a fait les 2 précédentes grèves, il ne fera pas la suivante. On a vu les résultats, ça n'a rien donné, donc voilà. On n'a fait que de perdre un peu sur notre pouvoir d'achat. Ici, beaucoup de ceux qui se déclarent déjà non grévistes évoquent des raisons financières. On perd, quoi qu'il arrive, donc déjà 95 € par jour de grève. Donc si on en a fait une déjà le mois dernier, qu'on refait, voire même quelques semaines après, c'est difficile. Des réticences qui n'ont pas échappé aux syndicalistes de l'UNSA. Ce syndicat, le 2e à la RATP, n'appelle pas à la grève. Ses dirigeants insistent, les agents ne seront pas touchés par la réforme avant 2017. Et cette grève, après tout, notre réforme ne touche pas immédiatement. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, on demande à la SNCF, à la RATP, de traîner les gens du privé pour essayer de bloquer et d'apporter des solutions. Mais nous, à la limite, on n'est pas concernés immédiatement. Une opinion que ne partagent pas tous les agents. Cette conductrice est prête pour une grève illimitée. Pour mes collègues derrière, les étudiants qui sont derrière aussi, qui n'ont pas commencé eux dans la vie active. Et personnellement, je ne vois pas nous à 60 ans derrière les volants, quoi. C'est pas possible. À la RATP comme à la SNCF, le 12 octobre sera la journée test du mouvement contre la réforme. Alors quelle logique pour demain et après-demain, parallèlement au débat sur les retraites qui lui s'accélère au Sénat. Les sénateurs ont approuvé d'ailleurs la retraite à 62 ans en fin d'après-midi. Avec nous pour y voir plus clair, Agnès Molinier. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Alors d'abord sur le front syndical, on a l'impression qu'il y a 2 logiques qui ne s'affrontent pas mais qui cohabitent. C'est tout à fait ça. Alors d'un côté, il y a d'abord ceux qui pensent que la grève peut prendre dans les entreprises publiques, notamment fortement syndiquées, qui en font même un principe, on vient de l'entendre chez certaines personnes interrogées dans le reportage, ces salariés-là, plus protégés que les autres, doivent faire grève pour tous ceux qui sont dans des entreprises, notamment privées, où leur situation est plus fragile. Et puis, ceux qui, au contraire, pensent que les salariés ne sont pas prêts à perdre, comme on l'a entendu aussi, plusieurs journées de salaire en cette période de crise, et qui préfèrent continuer les manifestations le week-end. Le problème, Laurent, c'est que ces 2 stratégies font débat au sein même des organisations syndicales, à la CGT par exemple, ou encore à l'UNSA, on l'a vu. C'est pour ça qu'il y a à la fois des appels à la grève et une journée nouvelle de mobilisation. Un rappel justement de ce calendrier rapidement. Mardi prochain, le 12, manifestation avec appel à la grève reconductible, donc votable tous les jours en fonction des assemblées générales. Et 4 jours après, le samedi 16, à nouveau des manifestations. Les grèves dureront-elles jusque-là? C'est la grande question. Les plus déterminés, bien sûr, l'espèrent. Tous, en tout cas, savent que le temps est compté. Vous l'avez dit, le débat au Sénat est en cours et devrait s'achever la semaine prochaine. Merci beaucoup Agnès. Et puis en bref et en images, après la pénurie, la ruée vers les pompes en Corse, les stations de service ont été prises d'assaut aujourd'hui après la livraison de gasoil par un navire en provenance de Sardaigne. L'île qui était toujours privée de carburant en raison de la grève des salariés des terminaux pétroliers et des dockers de Fos près de Marseille. Nous en sommes désormais à 12 jours de conflit. Et puis autre information, elle avait été annoncée, elle est désormais confirmée. La hausse du prix des cigarettes se fera le 8 novembre prochain et cela sur la base de 6%, vous le voyez, en moyenne.
Est-ce réellement la fin d'un tabou? Le bouclier fiscal s'invite en tout cas une nouvelle fois au cœur du débat et non plus dans un rapport gauche-droite, mais au sein même de la majorité. Nouvelle étape ces dernières 48 heures avec, allez, 3 éléments. D'abord, près de 100 députés UMP ont co-signé un amendement pour le supprimer. Selon un sondage BVA, 71% des Français adhèrent à cette hypothèse. Mais de son côté, le ministre du Budget, François Baroin, a mis un frein à toute velléité de rapidité en la matière. Explication Romain Messi et Jean-Marc Nouknouk. Michel Piron, député UMP, tient dans la main l'amendement qui fait débat. La suppression dans le budget 2011 de l'impôt sur la fortune et surtout du bouclier fiscal. Un symbole du sarkozysme qui divise aujourd'hui au sein même de la majorité. Depuis la crise, parmi les messages forts que nous avons, il y a une exigence de plus grande justice fiscale. Un bouclier, ça protège, mais ça protège de quoi? L'impôt n'est pas un gros mot. La question, c'est qu'il soit juste, qu'il soit équilibré, qu'il soit juste. Une centaine de députés UMP auraient déjà signé cet amendement au budget 2011. Une rébellion que le gouvernement espère bien contenir. Car la double suppression de l'ISF et du bouclier fiscal serait pour lui un casse-tête budgétaire. La fin du bouclier rapporterait 680 millions d'euros à l'État, quand la suppression de l'ISF ferait perdre dans le même temps 3,3 milliards d'euros de recettes fiscales. Au final, l'ardoise serait très largement déficitaire de 2,6 milliards, difficile à compenser. Malaise à droite, le patron des députés UMP tente de calmer les ardeurs de ses troupes. Vous soutiendrez cet amendement ou pas? Mais j'en soutiens l'esprit, puisque vous le savez que je me suis même prononcé en ce sens il y a quelques jours. Je pense en revanche que ça ne peut pas être adopté en l'état dans les jours qui viennent. C'est un sujet trop important. Je pense que cet amendement, il doit servir d'appel au débat. Un débat que le gouvernement entend repousser à 2012. François Baroin l'a réaffirmé aujourd'hui. Pas question de toucher au bouclier fiscal ou à l'ISF dès cette année. Alors, François Baroin a-t-il mis un point final à cette question? Pas si sûr, direction l'Elysée. Bonsoir, Mickaël Darmon. Le bouclier fiscal n'est plus tabou, on l'a compris, François Fillon l'avait évoqué. Mais est-ce que l'on sait depuis quand les choses ont réellement changé? Et en fait, tout a commencé à l'Elysée au mois de juillet dernier, lorsque l'entourage présidentiel arrive à convaincre Nicolas Sarkozy de bouger sur le bouclier fiscal et sur l'ISF, en clair, de commencer à le supprimer. Mais à la rentrée, Nicolas Sarkozy recule un peu sur cette idée, mais un frein ne veut pas donner le sentiment qu'il tourne le dos à ses promesses. C'est le temps des fuites, des déclarations prudentes, jusqu'à François Fillon, qui ouvre la boîte de Pandore la semaine dernière. Alors ce soir, concrètement, qui faut-il croire? Les députés, signataires d'un amendement, on vient d'en parler, le ministre du Budget. Et que va décider Nicolas Sarkozy et surtout quand? Alors écoutez, il y a plusieurs effectivement attitudes qui se mélangent, on l'a vu. François Baroin, en bon ministre du Budget, eh bien, protège son trésor. Les élus de droite se mobilisent dans les régions surtout où il y a un vote populaire contre le bouclier fiscal. Mais la décision et la direction est prise. Nicolas Sarkozy mettra certainement dans son programme présidentiel la suppression du bouclier fiscal et de l'ISF. Merci Mickaël. Nicolas Sarkozy qui était donc aujourd'hui au Vatican. Il a rencontré une nouvelle fois Benoît XVI, une audience au Saint-Siège et à la demande du chef de l'État. Une rencontre en deux temps, d'abord un échange public, puis un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure. Mais outre l'image souhaitée, reste à savoir de quoi les deux hommes ont parlé. Sur place, Alexandre Cara et Diona Messina. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Priez. Dans la basilique Saint-Pierre, un moment de recueillement. C'est la terminologie choisie par l'Élysée. Peut-être un peu plus, si l'on en croit les caméras. Une visite qui s'achève devant le tombeau de Saint-Pierre. 2 heures plus tôt, selon un protocole immuable, le pape a accueilli le président français. Devant les médias, Nicolas Sarkozy félicite Benoît XVI pour son dernier voyage en France. C'est la France qui a gardé un grand souvenir de notre visite. En revanche, des 30 minutes d'entretien à huis clos, rien ne filtre. À l'issue de la rencontre, c'est la présentation de la délégation. L'église à Marseille va bien. Puis l'échange des cadeaux. Le chef de l'État français offre au pape une belle édition du Génie du christianisme de Chateaubriand. Bien entendu, et même si officiellement personne ne l'évoque, l'objectif est d'abord de dissiper le malentendu né autour de la politique française vis-à-vis des Roms. Avec une diplomatie très feutrée, l'Église rappelle sa position. Nous demandons à Dieu pour le peuple de France et ses dirigeants, afin que chacun à sa place considère ce qu'il peut accomplir pour la santé, pour l'environnement, pour la sécurité,
pour l'accueil des persécutés des immigrés. Pour certains observateurs, cette visite a bien d'autres objectifs que la simple diplomatie. Pour le président Sarkozy, c'est important d'avoir de bonnes relations avec l'Église, avec le pape, et de montrer ça à l'électorat catholique de France. Justement, pour réaffirmer qu'il restait fidèle à ses convictions, devant un parterre de religieux, Nicolas Sarkozy a répété qu'il jugeait que la lutte contre l'immigration illégale qui produit tant de détresse était d'abord un impératif moral. Direction la Hongrie, où le bilan de la coulée de boue rouge s'est à nouveau aggravé aujourd'hui. On dénombre désormais 7 morts. Sur place, Arnaud Boutet et Nicolas Ducrot. C'est la première usine d'aluminium du pays et le premier employeur de la ville, Magyar Aluminium, responsable de la catastrophe, tourne désormais au ralenti. Pour les 1100 employés, la consigne est stricte, pas de commentaires. La direction menace de licencier les bavards. Ce matin, un groupe d'ouvriers a été transporté par car vers les villages sinistrés pour dégager la boue. Alors pourquoi cet immense réservoir s'est-il effondré? Ces murs pouvaient-ils contenir plus d'1 million de mètres cubes de liquide? Absolument, rétorque ce syndicaliste de l'usine venu défendre l'entreprise. Il y avait une quantité normale. On maîtrise cette technologie depuis des décennies. Au moment de l'accident, il n'y avait rien de particulier. À Kolontar, le nettoyage continue et le bilan s'alourdit. Aujourd'hui, face aux sinistrés, il y avait le discours de leur avocat. Aucune promesse, mais quelques réponses. L'angoisse pouvait se lire dans les gestes et dans les regards. Beaucoup vont devoir quitter le village. Je souhaite à ceux qui ont fait ça de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'ai tout perdu. Mon mari est à l'hôpital. Ma belle-sœur est portée disparue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde partage la même douleur. Parce que le bassin montre encore des signes de faiblesse, les pelleteuses consolident les murs. Sur les crêtes, l'activité est intense. Et malgré les circonstances, l'entreprise souhaite reprendre la production rapidement, c'est-à-dire dès dimanche. Il est 20h20, le sommaire de la deuxième partie de ce journal. Nous reviendrons sur la polémique culturelle du moment, l'interdiction aux moins de 18 ans de l'exposition à Paris du photographe Larry Clark. Y a-t-il une méthode Laurent Blanc à la veille de France-Roumanie, décryptage des nouveautés mises en place par le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et puis un spectacle qui fête ses 20 ans, mais qui, vous allez le voir, a su se renouveler. À suivre l'énergie de Stomp actuellement à Paris et en province dans quelques mois. Mais avant cela, les images d'un braquage qui a eu lieu à Nice ce matin en plein centre-ville. 4 hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans une bijouterie. Un braquage filmé par un passant. Image commentée par Olivier Théron. L'homme fait le guet sur le trottoir. Il porte un casque, visière baissée, des habits sombres et un fusil à pompe. À l'intérieur, ses 3 complices dévalisent la bijouterie. Avec une arme à poing, La scène est filmée par les clients d'un magasin de l'autre côté de la rue. Il est aux alentours de 10 h ce matin, dans un quartier commerçant de Nice. Le braquage ne va pas passer inaperçu. 4 jeunes avec des gros pistolets en train de braquer. Après quelques minutes, les hommes ressortent, leur butin dans un grand sac noir. Le dernier tient une arme de poing. Il hésite, puis rentre à nouveau dans la bijouterie. Il va pulvériser du gaz lacrymogène sur la commerçante de 74 ans. Les 4 malfaiteurs s'enfuient alors en scooter. Ils sont partis, 1, 2, tac, ils sont partis tout droit, ils ont tourné à droite. Et j'ai regardé vite, j'ai traversé les rails là, et j'ai regardé pour les poursuivre, mais il n'y avait pas de numéro d'immatriculation au scooter, rien. La police intervient rapidement. La commerçante blessée à la mâchoire est hospitalisée. Le modus operandi rappelle aux policiers de la brigade de répression du banditisme le braquage d'une autre bijouterie au cours de l'été. En Ardèche, les recherches du spéléologue disparu se poursuivent avec cette fois le dégagement d'une cheminée naturelle. Ça fait désormais 6 jours que l'on est sans nouvelles de cet homme de 45 ans. Mais l'espoir demeure. Le point sur ces dernières heures avec Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. Bloc après bloc, la progression se poursuit. Au fond de ce qu'ils appellent une cheminée, les secouristes dégagent le bouchon de pierre pour accéder au réseau souterrain. Ils sont actuellement à 20 mètres de profondeur et ils gardent espoir car il y a de l'air qui s'échappe
du fond du puits. Qui dit courant d'air dit communication entre deux espaces. Alors après, bien sûr que ça ne suffit pas pour déterminer si on est dans la bonne galerie et la taille de la galerie, mais ça veut dire qu'on va vers un vide. Parallèlement à ces travaux, une autre tentative va être conduite depuis l'entrée principale du gouffre. Des plongeurs demain vont aller installer une balise pour un éventuel forage plus tard par la surface. L'idée, c'est de pouvoir aspirer, purger l'éboulis derrière lequel le spéléologue a disparu. Ils profiteront aussi de cette plongée pour sonder la zone. Alors manuellement à partir de perches, genre sonde d'avalanche, à la recherche, vous le comprenez, d'indices de matériel de plongée ou autre que l'on pourrait trouver dans cet éboulis. Voilà bientôt une semaine qu'Éric Establi a disparu. Les moyens de recherche importants resteront mobilisés le temps nécessaire. S'il a pu trouver refuge hors d'eau, les spécialistes estiment que le spéléologue peut survivre plus de 15 jours. C'est donc l'exposition qui fait l'objet du scandale en ce moment, l'exposition des photos signées Larry Clark au musée d'art moderne à Paris. Le journal Libération en avait fait sa une hier, s'interrogeant sur le choix de la mairie de Paris de l'interdire aux mineurs. Alors, choc pour certains, excès de pudeur ou plutôt application de la loi et crainte d'action judiciaire pour d'autres. Le débat est lancé et avec tout cela, l'exposition aussi. Christophe Hérault, Dominique Bonnet. Ils ont tous plus de 18 ans et ils sont nombreux. C'est un succès, peut-être une curiosité. L'exposition, depuis quelques jours, fait polémique. Larry Clark est un photographe réputé. Depuis 40 ans, il photographie la jeunesse américaine dans les banlieues de Los Angeles. Une génération qui flirte avec la violence et la drogue. Ces images peuvent-elles être vues par les mineurs? Réaction des visiteurs. Ce qu'on peut voir à la télé, voilà, c'est peut-être mon point de vue, c'est que c'est un petit peu hypocrite. J'ai eu 18 ans, et je peux vous dire que j'en savais moins que maintenant. À mon avis, ils en voient des pires sur Internet, donc oui. Mais après, dans un musée, peut-être qu'effectivement, c'est un peu... L'objet du délit, des images intimes, parfois crues. Et l'article 227-24 du Code pénal interdit la diffusion d'images à caractère pornographique aux mineurs. Alors, prudente, la mairie a préféré interdire l'exposition aux moins de 18 ans. C'est pas une censure, c'est tout le contraire. C'est une décision qui est une décision, disons, spectaculaire. C'est vrai que quand on parle d'interdit aux moins de 18 ans, ça ressemble à une censure. Et c'est l'application pure et simple d'une loi. Mais ça nous permet à nous, en tant que musée, de présenter l'œuvre comme elle n'a jamais été présentée. Pour Larry Clark, en revanche, l'interdiction est regrettable. Il y a tellement de grossièreté à la télévision, de cochonneries, que n'importe quel enfant peut voir. Et ici, on leur interdit d'aller voir de l'art au musée, c'est dégueulasse. Le débat n'aura pas lieu, c'est le droit qui l'a emporté. Les 300 photos exposées sont le reflet d'une jeunesse. Il faudra être majeur pour les regarder. Le sport avec tout d'abord une image de tennis. Et Gaël Monfils est toujours en pleine forme. Il s'est imposé en quart de finale du tournoi de Tokyo face à l'Américain Andy Roddick. Gaël Monfils et sa nouvelle coiffure qui retrouvera le Tchèque Stepanec. Et tout cela, ça sera en demi-finale. Le football maintenant avec une nouvelle étape importante pour l'équipe de France dans sa course à la qualification pour l'Euro. Avec le match France-Roumanie demain, quelques inquiétudes du côté des blessés ont été levées par Laurent Blanc aujourd'hui, le sélectionneur qui tente progressivement d'imprimer des changements sur le terrain, mais également, vous allez le voir, en dehors. Julien Benedetto et André Germain. Il n'y a pas si longtemps, sous l'ère Domenech, Clairefontaine était un lieu presque impénétrable. Avec Laurent Blanc, le Château Bleu regorge désormais d'invités aussi prestigieux qu'inattendus. Après Zidane et Barthez, le nouveau sélectionneur a convié cette semaine un profileur, en français dans le texte, lequel a distribué un questionnaire aux joueurs pour mieux cerner leurs compétences, une sorte d'entretien d'embauche pour les Bleus qui ont dû répondre à ce genre de questions. Pensez-vous être quelqu'un de généreux? Quelle est votre principale qualité? L'aspect mental, pour moi, c'est quand même le plus important. Donc, si en plus de ça, on a l'apport d'un professionnel dans ce domaine-là, je pense que ça peut être que bénéfique. Sans jamais l'avouer, Laurent Blanc impose une rupture avec son prédécesseur. Communication tous azimuts avec la presse et les joueurs, heureux de cultiver une certaine complicité avec leur entraîneur. Il essaie de nous donner énormément confiance. Il nous dit surtout que quand on est en équipe de France, quand on est ici, c'est qu'on le mérite. Et je pense qu'avant les matchs, il essaye de nous mettre dans les meilleures dispositions. En fin d'après-midi, les Bleus de Blanc ont foulé la pelouse du Stade de France dans la bonne humeur. Les luttes de clans avaient pourri le mondial, alors le sélectionneur s'escrime à tisser des liens entre les joueurs. C'est quand même important dans un sport collectif, dans une équipe collective, de s'apprécier. On n'est pas les meilleurs amis du monde, partiront certainement pas peut-être en vacances ensemble, mais ils commencent à s'apprécier, ça se voit.
Contre la Roumanie demain soir, les Français doivent gagner et séduire sous peine de voir leurs primes diminuer. En effet, les sponsors ont décidé d'indexer les primes sur la cote de popularité des Bleus qui sera mesurée chaque mois par une société indépendante. Désormais, il n'y a pas que les défaites qui coûteront cher à l'équipe de France. Affaire à suivre. C'est un spectacle qui fait du bruit depuis bien longtemps déjà. Les percussionnistes de Stomp ont arpenté les scènes du monde entier, de New York à Sydney en passant par Londres, et cela depuis 20 ans déjà. Et ils sont de retour à Paris dans les prochains mois, en province. Mais cette fois, les poubelles ne sont plus l'unique objet de leurs désirs musicaux. En revanche, leur énergie est toujours la même. Marilène Bonneau et Frédéric Bazillet. Drôle de chorégraphie, drôle de ballet. Stomp est de retour, presque 20 ans qu'ils occupent et nettoient la scène. Stomp en anglais signifie frapper des pieds ou dans les mains. Il faut avoir un cœur qui bat, puis bon, il faut avoir le sens du rythme un peu, et puis il faut bien aimer la scène. Il faut bien vouloir rendre les gens heureux et leur donner l'impression qu'ils peuvent bouger. Mais sinon, ben, on a des plombiers, même, qui n'ont jamais eu un instrument dans leurs mains. Tous ne sont pas percussionnistes. La musique, ils la créent avec des objets du quotidien. Une simple boîte d'allumettes devient boîte à rythme et boîte à rire. Pour devenir ces virtuoses, il leur faut répéter, répéter, répéter. Des fois, on répète pendant 4 ou 5 heures pendant la journée, et même plus longtemps, jusqu'à ce que ça soit impeccable. Mais c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est le temps qu'on passe avec le groupe, c'est ça qui nous forme, c'est ça qui nous donne l'impression d'être une famille, quoi. La scène est un vrai chantier où tout est recyclé en instruments de musique. Avec son langage universel, la troupe Stomp parcourt le monde avec plusieurs formations. 14 millions de spectateurs les ont déjà applaudis. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de la journée, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix au dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo. Un prix qui a suscité de nombreuses réactions internationales de soutien, notamment celle de Barack Obama qui demande sa libération. En revanche, tension à Pékin, l'ambassadeur de Norvège qui a été convoqué. Le pouvoir parle même d'obscénité. Et puis n'oublions pas que nos deux confrères Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Cela fait désormais 283 jours qu'ils ont été enlevés. Nous pensons bien sûr à eux. Voilà pour l'actualité de ce début de week-end. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, et il va faire beau et chaud. Profitez-en, 20h35, vos séries policières, puis Franz-Olivier Gisbert. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour l'essentiel de l'actualité, pour le magazine. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.